Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci d'être revenus pour certains. On n'a pas été dégoûté par l'avalanche d'informations que j'ai essayé d'apporter la dernière fois. Bien, alors, où est-ce qu'on en est là? Non, on n'a pas de synchronisme entre ce que j'ai moi. Voilà, c'est synchrone, c'est parfait. Donc, on part comme la dernière fois de ce soleil que moi je trouve menaçant. Enfin, nous verrons qu'il apporte en fait beaucoup de choses positives. Voilà, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment la lumière solaire, qui est purement de l'énergie, comment cette lumière solaire pourra être utilisée pour la vie. Alors, j'insiste pour dire que la lumière, c'est de l'énergie, seulement de l'énergie qu'on appelle électromagnétique. La lumière est constituée de photons. L'énergie de chaque photon est donnée par la formule qui est écrite sur la diapositive. Alors, le propre de l'énergie, c'est qu'il y a des interconversions. C'est-à-dire que l'énergie existe sous plusieurs formes et qu'il y a très fréquemment interconversion d'une forme en une autre. Donc, la lumière, énergie électromagnétique, va se convertir en chaleur, énergie thermique, chose dont j'ai parlé la dernière fois, qui amène la Terre à la température qui est favorable au développement de la vie. Dans la photosynthèse, l'énergie électromagnétique va être convertie en énergie chimique. Alors, le produit de cette action, j'ai mis que c'était des sucres. En fait, j'utiliserai le terme sucre sous l'angle le plus général. En fait, ce sont des hydrates de carbone, qui sont les sucres au sens habituel, mais aussi par ensuite interconversion, la cellulose par exemple, qui est le produit de sucre. Alors, j'ai parlé la fois dernière, et je parlais la prochaine fois, d'autres effets de la lumière. Donc, j'en viens maintenant à la photosynthèse, et en rappelant ce que la photosynthèse apporte à la vie sur Terre, et particulièrement aux humains. Alors, vous excuserez du peu, mais comme vous voyez, la photosynthèse apporte beaucoup de choses. La nourriture, effectivement, pour tous les animaux, champignons, bactéries, l'oxygène pour la respiration, pour le maintien de la couche d'ozone, dont je parlerai plus tard encore. Elle apporte les fibres, le bois, pour le logement et l'habillement, la biomasse, pour notre énergie, comme support, comme matière première en chimie, et elle apporte ce qu'on parfois on ne sait pas, les énergies fossiles, qui sont le produit de la photosynthèse passée, qui a produit le charbon, le pétrole et le gaz. Donc vous voyez, c'est quand même considérable. Alors, la photosynthèse, j'ai présenté d'abord ce qu'on peut appeler l'équation de la photosynthèse, donc l'équation chimique, si vous voulez, que l'on peut écrire comme c'est figuré sur la ligne du haut. Le CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique, et de l'eau, en présence de lumière, avec apport de lumière plus exactement, et en présence de ce qu'on appelle la machinerie photosynthétique, l'appareil photosynthétique, ça va permettre de faire CHOH, c'est le maillon élémentaire de sucre, ou hydrate de carbone, donc CHOH, hydrate de carbone. Il y a également dégagement d'oxygène. Alors, vous allez trouver que vous pouvez simplifier. Effectivement, vous pouvez enlever une molécule d'eau de chaque côté, ce sera encore équilibré. Mais vous voyez que l'oxygène est figuré en rouge orangé, pour bien marquer que l'oxygène qui se dégage provient de l'eau. Et en fait, pour que l'équation soit réellement équilibrée, il faut donc qu'il y ait 2 atomes d'oxygène à gauche pour qu'il y en ait 2 à droite. Ensuite, le maillon élémentaire d'hydrate de carbone, CHOH, va être condensé et va donner lieu à la production de sucre. Là, j'ai figuré le sucre en 6,6, sucrose ou glucose, qui va ensuite être transformé, par exemple, en saccharose, sucre en C12. Ça, c'est la photosynthèse que l'on connaît le mieux, celle des plantes, des algues et de certaines bactéries. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse oxygénique.
oxygénique, avec donc génération d'oxygène, parce que donc il y a production d'oxygène. Je vous dis tout de suite que certains organismes, certaines bactéries, font une photosynthèse qui est non oxygénique. Elle est intéressante, on en parlera par la suite. Elle est peu importante, je dirais, au point de vue de la biomasse actuelle, mais sur le plan de l'histoire et de la compréhension des mécanismes, elle est très importante. Alors voilà donc le prototype de ce qui fait la photosynthèse, la plante. Hein, j'ai dit que ça utilisait le CO2, la lumière, l'eau. Alors l'eau, évidemment, vient du sol. Il faut aussi des sels minéraux. Hein, donc j'en ai pas parlé et j'en parlerai pas, mais enfin c'est important pour que la plante et pour que la photosynthèse aussi puisse fonctionner. Alors, une des propriétés de la lumière, donc il y a deux propriétés de la lumière qui sont mentionnées ici. La lumière est dispersée. Deuxièmement, la lumière est fugace. Dispersée, ça veut dire qu'elle n'est pas concentrée. La densité de lumière reçue par unité de surface est très faible. Il faudra donc dépenser et faire un effort pour la collecter. Et ce qui va collecter la lumière, c'est ce qu'on appellera l'antenne. C'est ce que dans l'utilisation de l'énergie solaire, on appellera les capteurs solaires, si vous voulez. Deuxièmement, la lumière est fugace. Si on n'arrête pas, on ne peut pas la stocker dans un sac. Hein, il faut trouver un processus de stockage. On ne peut pas stocker la lumière, il faut stocker son énergie sous une autre forme. Il faut donc la convertir en énergie chimique stable. Donc, ce qui sera le produit principal seront les sucres, mais on va passer par une forme d'énergie dont je parlerai plusieurs fois, qui s'appelle l'ATP. Et l'ATP, c'est beaucoup moins connu, c'est la monnaie d'échange énergétique au niveau cellulaire. Vous savez que le sucre fournit de l'énergie, mais vous ne savez pas que ce que l'organisme consomme le plus en termes d'énergie, c'est l'ATP. Chaque organisme, chaque être humain, consomme chaque jour à peu près son poids d'ATP. Il est formé, il est utilisé, etc. C'est une monnaie d'échange, mais c'est une monnaie d'échange qui sert énormément, qui sert pour les mouvements, qui sert pour se chauffer, qui sert pour voir, qui sert pour construire des molécules. Donc c'est une monnaie d'échange essentielle. Alors pour faire la photosynthèse, il faut une structure particulière, qui est ce qu'on appelle le chloroplaste. Alors je pars de la feuille. La feuille, c'est l'élément de base, je dirais, l'élément, l'archétype du système photosynthétique. Quand vous faites une coupe de feuilles, vous voyez ce que vous avez à droite, ici. La feuille, vous voyez que, à part les épidermes qui sont en haut et en bas, il y a un grand nombre de cellules. Et ces cellules, en fait, contiennent des petits points verts qui sont les chloroplastes. Alors maintenant, on va faire une vision, un zoom sur le chloroplaste. Voilà le chloroplaste. Le chloroplaste est un petit ballon de rugby qui fait environ 1 micron de dimension. Et chaque cellule dans les feuilles en contient un grand nombre. J'hésite à dire un chiffre, mais enfin bon, mettons la centaine, c'est peut-être beaucoup plus, je ne sais pas. Le chloroplaste comporte 3 parties. Une enveloppe externe, qui est une double enveloppe, qui le délimite très bien du reste de la cellule. Et à l'intérieur, ce qu'on appelle le stroma, qui est un milieu fluide, je veux dire, qui est extrêmement important, qui contient un nombre extrêmement grand de molécules d'enzymes, de protéines, et des accolements de membranes que l'on appelle les thylakoïdes. Donc les thylakoïdes sont ici empilés, très denses, d'une façon très dense, ils sont verts, ils portent les pigments. Donc les étapes primaires de la photosynthèse se feront au niveau des thylakoïdes et les étapes ultérieures au niveau du stroma. Alors, je vous ai dit que la première chose était de collecter. Donc, pour collecter la lumière,
le chloroplaste, dans ces thylakoïdes, dans ces membranes, dispose de ce qu'on appelle une antenne, donc dont la fonction primaire est de collecter la lumière, mais il ne suffit pas de collecter. Si vous prenez une antenne radio, une antenne de radar, tout ce que vous voulez, eh bien cette antenne va capter effectivement une onde électromagnétique, c'est la première fonction, mais la deuxième va être de transférer le signal jusqu'à un point d'utilisation. Sinon, il ne suffit pas de capter, il faut le transférer. La même chose pour l'antenne photosynthétique, donc elle va absorber la lumière et transformer l'énergie qui était dans la lumière, qui va être maintenant de l'énergie d'excitation moléculaire, jusqu'au point d'utilisation. Donc cette antenne va avoir des structures variées, que je vais en présenter juste une en fait, structures qui portent des pigments, même de plusieurs types. Voilà les structures chimiques de deux pigments, chlorophylle et carotène. En fait, il y en a un nombre important, mais en gros, ceux-ci sont, de manière générale, je dirais, les pigments essentiels. Alors, voyez par exemple le carotène, qui est ici. Une structure chimique relativement compliquée. Et ce qui est remarquable, c'est ce qu'on appelle les doubles liaisons conjuguées. Les doubles liaisons, hein, si vous vous rappelez un peu de chimie, c'est celle-ci. Ça, c'est dans liaison simple, double, simple, etc. Et vous voyez que là, il y a 11 doubles liaisons qui sont conjuguées, c'est-à-dire elles alternent l'une après l'autre avec entre chaque une liaison simple. Ce système de double liaison conjuguée permet à la molécule d'absorber très efficacement la lumière visible. Son absorption sera dans le visible et elle absorbera très fort la lumière. Même chose pour la chlorophylle qui est à gauche, où vous avez également un ensemble de doubles liaisons conjuguées. Mais vous voyez que ces doubles liaisons sont organisées d'une façon cyclique. Il y a un cycle de 4 noyaux, dits pyrroles, 1, 2, 3, 4, qui sont organisés de cette façon, avec au centre un atome de magnésium, ici ce qu'on appelle un phytol, qui est une longue chaîne grasse, je dirais, c'est-à-dire lipidique, qui n'aime pas du tout l'eau, qui fait que la chlorophylle ne va pas être soluble dans l'eau, elle va se mettre uniquement au sein de protéines, enfouies dans des protéines. Bon, je ne détaille pas, si vous voulez, la structure de la chlorophylle. Ceci, c'est la chlorophylle A. Il existe d'autres chlorophylles qui ont des structures légèrement différentes, mais c'est le même principe, double liaison conjuguée, permettant une forte absorption dans le visible, ce qui est montré par ce transparent, où vous voyez, c'est un spectre, c'est-à-dire qu'on porte ici une longueur d'onde et on porte ici une propriété. Et la propriété, c'est la capacité à absorber la lumière à différentes longueurs d'onde. Donc ici, on a le bleu, le vert, le rouge et ici l'infrarouge. Au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. Vous voyez que les chlorophylles, du moins celles-là, les chlorophylles de plante, n'absorbent pas du tout l'infrarouge. Si on prend la chlorophylle A, vous voyez ici, elle a un pic d'absorption dans le rouge, un pic d'absorption dans le bleu. La chlorophylle B, qui est une autre forme de chlorophylle présente également dans les plantes, absorbe dans le bleu-vert qui est ici. Le carotène, qui est ici, absorbe essentiellement dans le bleu-vert également. Bon, l'ensemble de ces pigments n'absorbe pas du tout dans le vert, vous voyez. C'est ici, le vert n'est pas absorbé. C'est pour ça que les feuilles sont vertes. Donc, une question que j'ai traitée dans un petit livre au pommier, que vous pouvez lire si vous voulez. Pourquoi les feuilles sont vertes? Je reviendrai sur cette question la fois prochaine, sous un angle différent. Et il y a peut-être une raison importante pour que les feuilles n'absorbent pas uniformément la lumière visible. Bien. Alors maintenant, la lumière donc est absorbée par ces pigments. Ces pigments, comme je vous ai dit, étaient portés par des protéines, et ces protéines sont dans une membrane. Alors voilà ici, si vous voulez, la membrane, qui est représentée comme un plan. Ce que j'appelle A ici, c'est une protéine antenne. Donc A pour antenne. À l'intérieur de chaque protéine, il y a des pigments. Alors qu'est-ce qui se passe? La lumière est absorbée par les pigments au sein de chaque protéine. Un photon est absorbé, si vous voulez. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que
on va avoir excitation des pigments, et l'énergie d'excitation va se transférer d'une protéine antenne à une autre. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, il y a transfert de cette première protéine à la suivante, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre, etc., jusqu'à arriver au point d'utilisation. C'est ce qu'il faut faire, il faut arriver au point d'utilisation, sinon ça ne servira à rien. Le point d'utilisation, c'est ce qu'on appelle le centre réactionnel. Alors je viendrai un peu plus tard pour expliquer sa fonction, mais il y a ici une molécule particulière qui piège l'énergie d'excitation. Alors ici, P pour piège, ou photosensibilisation, comme la dernière fois. C'est un piège pour l'énergie. Ça va? Vous suivez? Bien, alors on va voir maintenant un peu la structure de ces protéines antennes. Voilà. Voilà. En fait, cette protéine antenne a une structure qui est tout à fait jolie, si vous voulez. On peut l'obtenir parce que cette protéine peut être isolée, purifiée, cristallisée, et sa structure étudiée par diffraction des rayons X, avec des machines comme celle dont la construction a été décidée sur le plateau de Saclay, avec le synchrotron Soleil, si vous voulez, qui permettra d'étudier la structure de ces protéines. Alors, je ne vais pas commenter en détail, si vous voulez, cet objet, simplement il est très beau, il est coloré, mais ces couleurs sont des couleurs artificielles, elles sont purement arbitraires, si vous voulez. Mais il y a ici les protéines, les polypeptides, qui sont en jaune et en vert, et portés par ces protéines, il y a les pigments qui sont ici. Disons que l'unité protéique ici, donc ce que j'appelais A avant, si vous voulez, la boîte antenne, comporte 9 sous-unités. Vous verrez qu'en comptant, vous allez voir qu'il y a 9, ceci a un axe de symétrie d'ordre 9, 9 sous-unités, et donc chaque sous-unité, il y a plusieurs molécules de pigments, 2 ou 3 chlorophylles, et une molécule de carotène. Alors ça, c'est un pigment, c'est un complexe antenne qui est isolé de bactéries. Il faut dire que les pigments sont très concentrés et le transfert d'énergie d'excitation se fait extrêmement rapidement d'une molécule de pigment à une autre. Les temps de transfert sont de l'ordre de 10-13 secondes, c'est-à-dire 10-13 secondes, c'est-à-dire un 10 de milliardième de seconde. Donc ça va permettre que l'énergie d'excitation arrive rapidement au niveau de son point d'utilisation, le centre réactionnel. Donc, je me résume, il y a eu la capture de l'énergie par les molécules de pigments, transfert d'énergie extrêmement rapide, jusqu'au point d'utilisation où va se faire maintenant le stockage de l'énergie. Le stockage de l'énergie va se faire sur le principe de la photopile. C'est-à-dire le centre réactionnel, le point de conversion, c'est l'analogue d'une photopile biologique microscopique. Donc transfert d'électrons primaire, puis réaction successive jusqu'à un état relativement stable qui ne pourra être obtenu que si on perd une partie de l'énergie initiale. Donc l'énergie est arrivée au piège P, que j'ai appelé P tout à l'heure, qui va être excité, qui est proche d'une molécule qui va accepter un électron, d'où son nom accepteur, et la réaction primaire, la première réaction, va être un passage d'électrons de P à A, donc on va faire P plus A moins. N'est-ce pas? L'électron a une charge négative, donc A va acquérir une charge négative, P va l'avoir perdue, il va être chargé positivement. Il faut que cette réaction soit très rapide. Alors là, je suis obligé je passe à la diapo suivante. Donc je représente ici ce qui se passe dans la réalité au sein de la membrane. La membrane est quelque chose qui fait environ 35 angstroms d'épaisseur. Donc P est localisé d'un côté de la membrane et l'électron va suivre son chemin d'une façon en plusieurs étapes jusqu'à atteindre l'autre côté de la membrane. En fait, il n'est pas possible de faire cette réaction en une seule étape. C'est schématisé
à gauche, si vous voulez, si on essayait de faire cette réaction en une seule étape, elle serait extrêmement lente. La raison est que la vitesse de transfert d'électrons est une fonction exponentielle de la distance. Donc, si la distance de la molécule initiale à la suivante est courte, le transfert d'électrons pourra être rapide. Si cette distance est de l'ordre de 35 angstroms, eh bien, ma foi, il faudra de l'ordre de la seconde pour arriver ici. La seconde, c'est beaucoup trop long par rapport au processus de désexcitation, par fluorescence par exemple, et donc ça donnerait lieu à un rendement extrêmement faible. Donc vous voyez le principe de fonctionnement, un transfert d'électrons multi-étapes avec une réaction primaire extrêmement rapide, une picoseconde. Picoseconde, ça veut dire 10-12. Donc cette première réaction a lieu en 10-12 secondes. Les réactions suivantes sont un peu plus lentes et en environ 1 microseconde, on a atteint la séparation de charge à travers toute la membrane, un état relativement stable. Bon, ça, pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'est un rappel, si vous voulez, des niveaux d'excitation, des niveaux d'énergie des molécules. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je n'ai pas le temps de reprendre, si vous voulez, la signification de ceci, mais disons qu'on part de l'état fondamental d'une molécule, on absorbe un photon, on a un état excité, ici on parle de la chlorophylle, on a eu transfert d'énergie d'une molécule à une autre, piégeage en un temps très court par le piège P, qui est au sein du centre réactionnel, et ensuite l'énergie du système va permettre le transfert d'électrons initial, puis une succession d'étapes jusqu'à un état stable, relativement stable à l'échelle de la milliseconde, mais où l'énergie est plus faible. Donc on a gagné en stabilité, on a perdu en énergie. Pour faire ces réactions, il faut que les molécules aient une structure bien déterminée. Vous comprendrez que j'ai dit qu'on a transfert d'électrons d'une molécule à une autre, très rapide. Il faut que les distances soient bien fixées. Et cela est permis parce que le convertisseur est ce qu'on appelle un centre réactionnel porté par une protéine assez compliquée. La protéine ici est figurée par ces hélices et par ce ruban qui est ici. La structure a été déterminée par un groupe de chercheurs allemands de Munich. C'est très compliqué, mais on peut simplifier cette structure en esprit, si vous voulez. On va enlever la protéine qui ne sert qu'à porter les éléments actifs et on va avoir maintenant les éléments actifs. La protéine est partie. Les éléments actifs par eux-mêmes ne tiendraient pas. Ils sont portés par la protéine, mais par l'esprit, on regarde ce qu'ils font. Donc vous avez ici la molécule P, qui a été le piège de l'énergie, qui a été excitée, qui a transféré un électron et était devenu chargé positivement. L'électron a suivi son chemin, suivant plusieurs molécules, et est arrivé de l'autre côté de la membrane. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la membrane. De l'autre côté de la membrane, ici on a un temps de 25 microsecondes, mais disons qu'en moyenne, ce sera de l'ordre de la microseconde. Voilà. Alors maintenant, oui, je reviens à ça. En fait, je vous ai un petit peu pas roulé dans la farine, mais enfin, j'ai commencé par la photosynthèse des plantes. Ce que j'ai présenté ici, c'est un centre réactionnel, non pas de plantes, mais de bactéries, parce qu'on connaît bien ce centre réactionnel qui a été bien étudié. Ceux des plantes, plus exactement, sont moins bien connus. Et ceux des plantes, en fait, il y en a deux. Dans les bactéries, disons, archaïques, les bactéries simples, ont chacune un seul centre réactionnel. Dans les plantes, il y en a deux. C'est un peu plus compliqué, mais enfin, je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Ces centres réactionnels sont appelés centres réactionnels de type 1 et de type 2. Chaque centre réactionnel comporte une molécule piège, P, donc P1 et P2, et chacune sera excitée par un photon dans son état excité. Voilà. Alors je porte ici, en suivant l'axe vertical, l'énergie du système.
Si on prend par exemple le centre réactionnel numéro 2, P va être excité et arriver là. Il va donner lieu à un transfert d'électrons, et l'électron ensuite va suivre son chemin, suivant un certain nombre de molécules. Au niveau du centre de type 1, on a la même chose. Transfert d'un électron, plutôt excitation, puis transfert d'électrons. Vous voyez que ce transfert d'électrons va laisser P ici sous forme positive, et l'électron venant du centre réactionnel 2 va neutraliser la charge positive ici, donc va faire que le système va pouvoir fonctionner d'une façon régulière. Ceci va donner finalement, ici, au niveau de P2, oui, une charge positive et à l'autre bout, une charge négative. Donc, au lieu d'avoir une photopile unique, vous aurez deux photopiles branchées en série, aboutissant finalement à un pôle positif et à un pôle négatif. Alors en fait, les centres réactionnels ne sont pas destinés à faire de l'électricité. Donc la comparaison avec la photopile est une comparaison que je dirais transitoire. Donc on a une charge positive, une charge négative, mais il s'agit maintenant de faire de la chimie. Avec la charge positive qui est ici, c'est relativement, ce n'est pas simple, mais je dirais pas très compliqué. La charge qui est positive qui est là va oxyder l'eau, comme lorsqu'il y a, électrolyse de l'eau, excusez-moi. Électrolyse de l'eau. Lorsqu'il y a électrolyse de l'eau, eh bien vous allez avoir, vous l'avez nécessité, une électrode chargée positivement, et l'eau va être oxydée avec dégagement d'oxygène. Donc même chose ici, il va y avoir dégagement d'oxygène. De l'autre côté, il va y avoir une molécule qui s'appelle la ferrédoxine qui va attraper un électron, et cet électron sera utilisé, suivant un mécanisme assez compliqué, pour réduire le gaz carbonique, réduire le CO2 et faire du sucre. J'y viens dans une seconde. Alors, je voudrais dire ici deux autres choses quand même. Il y a ici deux centres réactionnels, P1, de centre réactionnel de type 1 et celui de type 2. Eh bien, ces centres réactionnels sont trouvés dans des bactéries. Il y a dans certaines bactéries des centres réactionnels de type 1, dans d'autres bactéries des centres réactionnels de type 2. Donc, si vous voulez, les bactéries servent de précurseurs, si vous voulez, au système de plantes. Ils sont plus simples et l'addition du centre réactionnel de bactéries, des deux centres réactionnels de bactéries, fait qu'on a le système plus complexe que l'on trouve dans les plantes. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que ici, en vertical, c'est l'énergie. Et vous voyez que ici, entre ce point-là et ce point ici, il y a une perte d'énergie. C'est-à-dire l'électron qui descend, apparemment, va perdre de l'énergie. Et ça, finalement, c'est assez gênant, parce que malgré tout, on voudrait conserver le plus possible d'énergie de la lumière. Eh bien, en fait, il y a un mécanisme qui va permettre de récupérer une bonne partie de cette énergie en transportant des protons. Alors, en fait, je ne peux pas entrer dans le détail du mécanisme de transport des protons, mais je vais vous dire dans quelques instants à quoi ça sert. Disons que le transfert d'électrons, ici où il y a perte d'énergie, va permettre de transporter des protons, c'est-à-dire H+, d'un côté à l'autre de la membrane du thylakoïde. Alors, ce que va permettre ce transfert des protons, c'est la fabrication de l'ATP. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ATP était la monnaie d'échange universelle en matière d'énergie au niveau cellulaire. Eh bien, pour fabriquer des sucres à partir de CO2, il faudra de l'ATP. Donc, le chloroplaste fabrique son propre ATP en utilisant ce qu'on appelle le gradient de concentration en protons, c'est-à-dire le fait que des protons aient été transférés d'un côté à l'autre de la membrane et qui fait que la concentration en protons sera différente d'un côté et de l'autre. Ça, c'est une forme d'énergie, une énergie, disons, osmotique, et en fait, elle sert pour faire passer de l'ADP, adénosine diphosphate, parce qu'il y a deux phosphates plus un phosphate, à ATP, adénosine triphosphate,
Et ici, il y a de l'énergie qui a été accumulée. Donc vous voyez que le chloroplaste fabrique, en utilisant le fonctionnement d'une protéine que l'on appelle ATP synthase, va fabriquer son propre ATP. L'ATP synthase est une molécule tout à fait intéressante qui est la seule molécule capable de fabriquer de l'ATP. On peut utiliser l'ATP de façon multiple. On peut l'utiliser pour la contraction musculaire, j'ai dit tout à l'heure, pour faire fonctionner le cerveau, pour des tas de choses. Il y a de nombreuses molécules qui vont utiliser l'ATP suivant la réaction inverse, je dirais. Mais pour fabriquer de l'ATP, il y a uniquement l'ATP synthase. Je dis un mot de cette protéine parce qu'elle est particulièrement intéressante. C'est un moteur moléculaire. Donc, sous l'action des électrons, j'ai dit qu'il conservait une partie de l'énergie en faisant que des H+ vont être transportés à l'intérieur du thylakoïde. Vous voyez ici, je ne vous voyez pas, mais enfin je vous le dis, des protons H+ seront accumulés. Ils vont ne demander qu'une chose, c'est à s'équilibrer avec les protons qui sont de l'autre côté. Et ceci va faire tourner la machine, le moteur moléculaire ATP synthase, qui comporte deux parties, un stator qui est en bleu et un rotor qui est en rouge, qui va tourner comme une roue à aubes sous l'action des protons qui arrivent là, qui font tourner cette machine, qui sort de l'autre côté. Et en faisant tourner la machine, ils vont permettre que le système ATP plus phosphate passe à ATP plus H2O. Donc ce moteur moléculaire, actionné par les protons, synthétise l'ATP. Voilà. Alors maintenant, bon, je ne sais pas si vous avez pu, voir où ça en est, là, ceux qui ont des difficultés à entendre. Donc voilà, je vous laisse une seconde pour voir la structure. Et j'en viens maintenant, si vous voulez, à l'intégration de tout ceci dans le chloroplaste. Comment tout ceci fonctionne. Le chloroplaste, c'est la grande usine qui réalise toutes les fonctions de la photosynthèse. Donc cette usine est limitée par sa propre barrière. Elle utilise la lumière qui est reçue par la membrane photosynthétique, où sont les pigments, où sont aussi les systèmes qui vont faire les réactions initiales de transfert d'électrons, qui va permettre à partir de l'eau de dégager l'oxygène. Et ceci va produire deux choses, l'ATP et un composé réduit, c'est-à-dire un composé qui a accepté les électrons. Vous voyez que NADP était initialement sous forme chargée positivement. En fait, il va falloir deux électrons et un proton pour faire NADPH. Enfin, c'est un peu... je n'entre pas dans le détail. On a ici les deux molécules qui ont été produites par la membrane et qui vont permettre de transformer le CO2 en sucre. Donc le CO2 est maintenant repris par une très grosse protéine que l'on appelle la Rubisco. Alors je vous invite à aller voir l'exposition sur le Soleil. On y parle de la Rubisco. Moi je n'ai pas le temps d'en parler. C'est une molécule tout à fait étonnante qui date sans doute de 3 milliards d'années. Elle existe pratiquement dans tous les organismes. Et c'est la seule qui permet de faire ce type de réaction. Donc, elle va utiliser en fait un sucre particulier, qui est un sucre en C5, donc un sucre qui contient 4 atomes de carbone, et qui va prendre en plus un CO2, donnant un sucre en C6, disons un sucre en C6 transitoire, et il y aura une scission en deux molécules d'acide phosphoglycérique. Enfin, je passe sur la biochimie qui est assez compliquée. Donc des molécules transitoires qui, en utilisant ATP plus NADP, vont former des sucres. D'abord des sucres en C6, et puis il y a tout un cycle que j'ai vaguement schématisé ici, qui a été étudié par Melville Calvin et ses collègues aux États-Unis, qui lui ont valu le prix Nobel en 1961. Donc, je n'entre pas dans le détail. En tout cas, je figure ici une molécule clé, qui est le triose phosphate,
Thiophosphate qui sera la molécule qui sera exportée par le chloroplasте. Il ne suffit pas, bien sûr, que le chloroplaste tourne comme une usine. Il faut encore que ce qu'il a produit serve à la plante. Donc, ça va être exporté dans la cellule et de là, transformé en d'autres sucres, en particulier ce qu'on appelle habituellement le sucre, c'est-à-dire le saccharose. Voilà. Je figure quand même ici l'amidon parce que lorsque la photosynthèse marche très fort, beaucoup de sucre est formé à l'intérieur et ces sucres seront stockés sous forme des sucres lents, hein, ce qu'en diététique on appelle les sucres lents, stockés transitoirement au niveau des chloroplastes. Et la nuit, par exemple, lorsque la photosynthèse aura cessé, eh bien, il y aura hydrolyse de l'amidon, transfert, transformation en saccharose et transport pour les besoins de la plante. Voilà la photosynthèse réalisée par le chloroplaste. C'est assez compliqué. Bon, ça va, je peux passer à la suite. Je suis un peu rapide, hein, excusez-moi. Oui. Bon, c'est assez compliqué, mais il existe des organismes qui font une photosynthèse beaucoup plus simple. Voilà. C'est des bactéries archaïques, qu'on appelle des archébactéries, qui poussent dans les marais salants, qui leur donnent une couleur rouge-orangée. Ça s'appelle Allobacterium allobium. Et ça contient un pigment, enfin une protéine qui porte un pigment qui s'appelle le rétinal. Et ici, il va y avoir une réaction particulièrement simple lorsque le rétinal porté par cette protéine, ce qu'on appelle la bactériorhodopsine, lorsque le rétinal absorbe un photon, eh bien, il va changer de structure, passer de la forme trans, c'est-à-dire étalée, forme 6, coudée, et ceci va faire passer des protons H+, d'un côté à l'autre de la membrane de la cellule. Donc vous voyez, tout à l'heure on avait eu quelque chose d'extrêmement compliqué pour faire la même chose. Apparemment la même chose. Disons ici, des protons passent d'un côté à l'autre, et ensuite ces protons sont repris par l'ATP synthase, qui est pratiquement la même que celle du chloroplaste, pour faire de l'ATP. Donc vous voyez, on a un système beaucoup plus simple. Bon, c'est intéressant. C'est sans doute un des précurseurs, un des premiers systèmes à avoir utilisé l'énergie de la lumière. Mais bon, actuellement, c'est considéré comme archaïque, c'est-à-dire c'est un système qui est beaucoup moins performant que le chloroplaste. Malgré tout, cela me permet de faire la transition avec la deuxième partie de l'exposé qui va situer la photosynthèse dans l'évolution de la vie sur la planète. Alors, la photosynthèse joue toujours un rôle clé dans la vie sur Terre. Alors, je mentionne ici quelques-unes des actions ou des interactions, si vous voulez, entre photosynthèse et la vie sur Terre. Donc, interaction que je vais évoquer, relation entre l'évolution des êtres vivants et l'évolution de la photosynthèse, la production d'oxygène, qui a des conséquences importantes, l'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère, qui sert à accumuler une couche d'ozone, qui sert aussi à la vie animale et qui permet la conquête de la vie terrestre, la formation des combustibles fossiles, l'énergie solaire actuelle et les énergies renouvelables, et enfin, si j'ai le temps, je n'aurai sans doute pas, que les plantes doivent se protéger du soleil. Bien, alors, l'évolution. L'évolution se présente généralement sous forme de ce qu'on appelle un arbre phylogénétique, c'est-à-dire ce qui présente la filiation des organismes vivants, filiation qui est obtenue d'après l'analyse de leurs molécules. On compare les biomolécules de différentes espèces. Si ces biomolécules ont des séquences très proches, on va dire que sans doute ces espèces seront très proches dans la filiation. Et inversement, si les séquences sont très différentes, on dira que ces espèces sont très éloignées dans la filiation. Alors en fait, un Américain qui s'appelle Carl Woese a utilisé l'ARN, une petite sous-unité de l'ARN ribosomal, et analysé comme ça un grand nombre d'ARN, peu importe ce que c'est,
il en a conclu que les organismes vivants pouvaient se classer en 3 grands domaines que l'on appelle les archébactéries, les bactéries et les eucaryotes, que moi j'appellerais les organismes supérieurs. Alors maintenant, comment s'est fait l'évolution? Il est probable qu'il y a eu initialement un ancêtre commun à tous ces êtres vivants actuels, que l'on appelle généralement LUCA. LUCA, c'est un anglicisme, alors excusez-moi, ça veut dire Last Universal Common Ancestor. Bon, LUCA, on utilise généralement ce nom-là, donc je l'ai repris. C'était sans doute un thermophile, c'est-à-dire un être vivant non photosynthétique, mais qui poussait dans des endroits chauds. Il a donné lieu à un embranchement allant vers les archébactéries, c'est-à-dire des bactéries dites ancestrales, qui sont généralement ce qu'on appelle des extrémophiles. Elles aiment bien pousser dans des milieux extrêmes, c'est-à-dire des milieux très chauds, ou des milieux très riches en sel, ou des milieux très acides, par exemple. Archébactéries, aucune archébactérie n'est photosynthétique. L'autre partie à l'embranchement a donné lieu aux bactéries, qui est une classe extrêmement vaste, que je ne vais pas détailler si vous voulez. Mais il est remarquable que les bactéries contiennent des organismes, des bactéries photosynthétiques, dans toutes leurs classes. C'est-à-dire, si vous regardez les différentes catégories de bactéries, vous allez y trouver partout des bactéries photosynthétiques, et vous allez en trouver qui ont des centres réactionnels de type 1 et de type 2, tels que je les ai introduits tout à l'heure, qu'on trouve dans les plantes, type 1, type 2, eh bien vous allez trouver des bactéries qui ont un centre réactionnel de type 1, d'autres de type 2, et vous allez même trouver les cyanobactéries qui comportent les centres réactionnels de type 1 et de type 2, c'est-à-dire qui sont capables d'utiliser l'eau comme donneur d'électrons et de faire le dégagement d'oxygène. Donc, on peut dire que toutes les étapes de l'évolution de la photosynthèse ont été accomplies au niveau des bactéries. Ça, c'est extrêmement important d'en prendre conscience. Maintenant, lorsqu'il y a eu, progression vers les archébactéries, il y a eu aussi évolution vers les eucaryotes, c'est-à-dire les organismes supérieurs. Je ne vais pas en parler, mais je vais en dire quelques mots quand même, sous un angle assez particulier, qui est ce qu'on appelle les endosymbioses. C'est-à-dire qu'en fait, le précurseur de ces organismes supérieurs a reçu, à un certain moment, une bactérie qui a été engouffrée dans la cellule et qui a été conservée, donnant une mitochondrie. Je vais vous montrer tout de suite après qu'est-ce que ça veut dire, l'endosymbiose. Et certaines cyanobactéries, donc des bactéries faisant l'oxydation de l'eau, dégagement d'oxygène, ont fait une endosymbiose dans d'autres eucaryotes et ont donné lieu aux algues. Endosymbiose, voilà ce que ça veut dire. Donc je repars, si vous voulez, des bactéries qui ont des centres réactionnels de type 1 et d'autres de type 2. Il y a sans doute eu, à un certain moment, ces deux types de bactéries, par transfert de gènes, formation de cyanobactéries qui ont eu la capacité d'avoir les deux types de centres réactionnels. Deux types de centres réactionnels, 1 et 2, et donc formation d'oxygène. Eh bien, ces cyanobactéries ont été phagocytées, c'est ce qu'on appelle l'endocytose, ont été phagocytées par un eucaryote primitif. Donc il y a eu la cyanobactérie a été incorporée, si vous voulez. La phagocytose, vous savez ce que c'est, c'est ce que font les globules blancs, et ils sont capables d'ingérer une autre bactérie, mais cette bactérie va être digérée. Ici, il s'est produit une fois, sans doute une fois, les gens disent une fois, je ne sais pas moi, peut-être plusieurs fois, mais une fois, une endosymbiose avec une cyanobactérie qui a été conservée. L'algue, le précurseur qui a ainsi incorporé la cyanobactérie s'en est trouvé bien. La cyanobactérie aussi, on a eu symbiose.
chacune a apporté quelque chose de plus à l'autre, et on aboutit ainsi à ce qu'on appelle une algue, c'est-à-dire un organisme où la cyanobactérie a évolué en chloroplaste. Hein, j'ai commencé par présenter le chloroplaste, mais le chloroplaste effectue toute la photosynthèse. Ensuite, ceci a évolué. Bon, alors maintenant, bon, je suis peut-être un peu rapide, là, ça va, vous avez pu voir ce schéma. Je le situe dans le temps, avec de grandes incertitudes. Formation des algues vertes, il y a peut-être 600 millions d'années, quelque chose comme ça. Les algues vertes ont donné lieu ensuite, donc qui étaient en milieu aquatique. Les plantes se sont formées par sortie, je dirais, du milieu aquatique, conquête du milieu terrestre, d'abord par des organismes simples, des mousses ou des choses comme ça, c'est assez compliqué tout ça, c'est simple mais compliqué. Et ensuite, diverses plantes vraiment terrestres, les gymnospermes, les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs actuelles. Je n'insiste pas parce que ceci est un petit peu, ma diapo est un peu confuse ici. J'en viens tout de suite à la suite, je reviendrai un peu sur ces aspects du déroulement dans le temps, j'y reviendrai. Et maintenant, je vais vous parler de la production d'oxygène. L'atmosphère initiale de la Terre était totalement dépourvue d'oxygène. L'atmosphère actuelle comporte pas mal d'oxygène. Il y a donc eu une accumulation qui a été réalisée par la photosynthèse, qui a permis la formation de la couche d'ozone, la conquête du milieu terrestre et l'expansion du règne animal. Je précise ceci dans le temps. J'ai passé quelques minutes à vous expliquer ce transparent qui part, si vous voulez, l'échelle des temps est ici. Ça, c'est le temps actuel, 0. Et maintenant, on remonte le temps en milliards d'années. Giga-années, ce sont les milliards d'années. 1, 2, 3, 4, 5. La Terre s'est formée il y a entre un peu plus de 4,5 milliards d'années. En ordonnée, il y a ici la concentration de l'atmosphère en oxygène par rapport à la valeur actuelle. 100 actuellement, initialement, il n'y avait rien. Et puis ça a monté. Je vais vous expliquer comment. Ça a monté jusqu'à la valeur actuelle. Bien. Quand la Terre a été formée, il y a 4,5 milliards d'années, il n'y avait sans doute pas d'organismes vivants. Pendant quelques centaines de millions d'années, la Terre a été bombardée de façon intense par des météorites qui ont fait que sa température a évolué de façon fantastique. Elle était relativement froide parce que le Soleil était froid à cette époque-là. Sa température a augmenté progressivement. En tout cas, lorsqu'il y a eu bombardement, la température a monté brutalement. Si des organismes vivants avaient eu le temps de se former, ils ont sans doute été complètement détruits du fait de l'évaporation de l'eau et du fait de l'élévation de température. Par contre, ce bombardement a cessé vers environ moins 4 milliards d'années et la vie s'est sans doute développée à partir de ce moment-là. Donc Lucas, si vous voulez, Lucas, il faut le mettre ici quelque part. Les premières traces de vie apparaissent sous forme de fossiles, disons, enfin de fossiles rudimentaires, mais elles sont détectées à environ moins 3,8 milliards d'années. Vous voyez que ça date quand même d'il y a un certain temps. Et les premières cyanobactéries, c'est-à-dire les bactéries capables de faire la photosynthèse, donc il y a eu toute l'évolution des bactéries jusqu'aux celles qui font la photosynthèse. Les bactéries existaient, je dirais, certainement il y a 3 milliards d'années. Certains disent que certains fossiles, des stromatolites, qui font penser aux certaines cyanobactéries actuelles, ont été formés il y a environ 3,7 milliards d'années. C'est discuté, enfin peu importe, ça veut dire pour notre propos ici, 3 milliards d'années, il y a les cyanobactéries. Elles fonctionnent, elles travaillent bien, elles arrivent progressivement à être dominantes parce qu'elles sont capables de se développer par elles-mêmes et il leur suffit d'avoir de l'eau comme source d'électrons. Donc elles vont dominer les milieux aquatiques, les mers. Elles vont donner lieu à un dégagement d'oxygène qui va commencer à s'accumuler dans l'atmosphère, mais pas s'accumuler très fort. Parce que
parce que la Terre est pleine de composés réduits, des oxydes de fer, du fer ferreux par exemple, du soufre. Tout ça a besoin d'être oxydé avant que l'oxygène puisse vraiment s'accumuler. Donc l'oxygène est d'abord consommé et ensuite accumulé. Il sera accumulé de façon claire, je dirais, il y a environ 2 milliards d'années. Donc on peut dire qu'il y a à peu près 2 milliards d'années, je dis ça, c'est, je dirais, un facteur 10 près, hein. La concentration d'oxygène dans l'atmosphère était proche de sa valeur actuelle. Autre chose à savoir, c'est que le gaz carbonique CO2, qui actuellement est à peu près complémentaire, c'est-à-dire il y en a très peu, eh bien au départ il était très concentré, autant qu'on puisse le savoir. Disons que l'atmosphère initiale avait entre 1 et 10 atmosphères de CO2, c'est-à-dire très riche en CO2. Voilà, donc la vie s'est formée sans oxygène, mais avec beaucoup de CO2. Voilà à peu près, si vous voulez, les données essentielles, je dirais, des relations entre la photosynthèse et le développement de la vie sur Terre, son apparition, formation d'oxygène. Alors, la couche d'ozone est très importante parce que, initialement, il n'y avait pas d'ozone. Mais il y avait peut-être d'autres molécules dans l'atmosphère qui ont absorbé les UV. Ce n'est pas très connu, ça, mais ce n'est pas exclu. Toujours est-il que actuellement, pour que la vie puisse vivre, puisque les organismes vivants puissent subsister, il faut qu'il y ait de l'ozone pour arrêter les UV. Et ces UV ont été formés dès qu'il y a eu un peu d'oxygène dans l'atmosphère. L'oxygène a été bombardé par les UV et a donné lieu à formation d'ozone, comme je l'expliquais la dernière fois. Alors, pour que ça marche, il faut que les produits carbonés disparaissent. En effet, si on suppose que les produits carbonés restent au niveau de la Terre, eh bien, ma foi, ils vont être oxydés par l'oxygène. En fait, parallèlement à tout ça, il y a ce qu'on peut appeler la disparition des produits carbonés, disparition sous forme de carbonate, par exemple le calcaire. Le calcaire, c'est une forme où le CO2 est accumulé sous forme de carbonate, et là, qui est immobilisé, je dirais. Une partie des produits carbonés ont aussi sédimenté au fond des océans et se sont dissous dans des sédiments qui ont ensuite été progressivement incorporés sous le manteau terrestre et se trouvent là, très dissous, je dirais, et prêts à ressurgir si on veut. Bon, j'en viens maintenant à quelque chose de... je vois qu'on approche de 7h30. Je vais encore utiliser quelques minutes. 2 mots d'abord sur la comparaison entre les animaux et les plantes. Les plantes qui utilisent CO2 et H2O pour faire des sucres et de l'oxygène, il faut chloroplaste et lumière. Eh bien, les animaux font exactement l'inverse. Elles utilisent au sein de ce qu'on appelle les mitochondries, donc qui ont été formées par endosymbiose, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de bactéries. C'est un peu l'équivalent de chloroplaste, mais qui marche en sens inverse, utilisent sucre et oxygène pour faire la monnaie d'échange universelle en termes d'énergie, c'est-à-dire l'ATP, dans un processus qu'on appelle la respiration. 2 mots maintenant des organismes qui ont permis l'accumulation de combustibles fossiles. Simplement pour vous rappeler que cela s'est fait, donc ici je suis bref, je dis que ceci s'est fait environ entre 380 millions d'années et 65 millions d'années. Cela se continue actuellement, peu importe à vrai dire, mais il y a quelques centaines de millions d'années, à la fin de l'ère primaire, au Carbonifère, puis au début de l'ère secondaire, ou même peut-être pendant tout l'ère secondaire, il y a eu photosynthèse active qui a permis l'accumulation ce qu'on appelle actuellement les combustibles fossiles. Photosynthèse active parce qu'il y avait pas mal de CO2, il y en avait plus que maintenant. La température, du fait en partie de la présence de ce CO2, la température était plus élevée. La photosynthèse était très active
et a donné lieu à une accumulation de biomasse très importante. À l'ère carbonifère, ce sont surtout des plantes terrestres qui ont donné lieu, les premières plantes terrestres, à l'accumulation de charbon, que l'on utilise actuellement. À l'ère secondaire, il y a eu des micro-organismes aquatiques qui sont tombés au fond des océans, au fond des deltas, au fond des lacs, qui sont accumulés. Une partie de cette biomasse s'est conservée et s'est dissous dans des sables ou dans des choses comme dans des roches de ce type-là, et a donné lieu, après transformation assez compliquée, au pétrole et au gaz, c'est-à-dire au méthane. C'est quelque chose qui continue dans les océans à un rythme plus faible qu'avant. Cela continue aussi par formation de tourbes et de lignites, qui sont les précurseurs du charbon. Voilà, ça ce sont les énergies, excusez-moi, oui, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles, qui constituent la majeure partie des énergies que l'on utilise actuellement. Donc, on utilise actuellement des énergies qui sont dites non renouvelables. Disons 90% est à peu près provient de la photosynthèse d'il y a 100 millions d'années. Charbon, pétrole et gaz, elles ont la source donc dans le Soleil via la photosynthèse. Les seules qui n'ont pas leur source dans le Soleil, ce sont les énergies nucléaires. Il y a également des énergies renouvelables qui ont pratiquement à 100%, disons 98%, leur origine dans le Soleil. Les seuls qui n'ont pas leur origine dans le Soleil, c'est la géothermie et l'énergie des marées. Encore qu'on pourrait l'associer au mouvement solaire. Mais enfin, ont leur source dans le Soleil, l'hydroélectricité, parce que c'est la chaleur du Soleil qui fait tourner, si vous voulez, le cycle de l'eau, qui permet l'hydroélectricité. C'est la photosynthèse qui produit la biomasse, qui permet d'avoir le bois, les déchets qui produisent le biogaz, éventuellement, et qui permettent les cultures énergétiques, produisant éventuellement les biocarburants. C'est le Soleil qui est à la source de la photoélectricité, du chauffage solaire, de l'énergie éolienne, qui est aussi un sous-produit, je dirais, du chauffage de l'atmosphère terrestre par le Soleil. Voilà, donc ça c'est important. Je vous dis ça parce que c'est pour un peu faire de la publicité pour le petit livre que je viens de publier qui s'appelle « Les énergies renouvelables ont-elles un avenir ?» Effectivement. Alors, pourquoi fort développement? Alors, je voudrais vous donner 3 chiffres qui sont des chiffres simplifiés, mais pas trop faux. Alors, c'est 1, 10 et 10 000. 1, c'est la consommation d'énergie par la planète, actuellement. On consomme, on va dire ça c'est 1. 10, c'est l'énergie stockée par la photosynthèse, annuellement, tout en base annuelle. Donc la photosynthèse stocke 10 fois plus que ce qu'on consomme annuellement. Et maintenant, 10 000, c'est l'énergie solaire qui est reçue annuellement par la Terre. Donc 1, 10, 10 000. Alors, il ne faut pas aller trop vite et dire que les 10 000 vont pouvoir être utilisés immédiatement. Mais ça veut dire qu'a priori, il y a quand même un potentiel important si on arrive à mieux utiliser l'énergie solaire pour nos besoins. Bien, je ne vais pas être très long sur cet aspect. Ça, c'est un petit peu un clin d'œil à la conférence précédente, où j'avais dit que le soleil, la lumière solaire, présentait un certain nombre de dangers pour l'homme, et que, bon, on pouvait s'en protéger, etc. Enfin, j'avais expliqué les fondements, je dirais, de ce danger. Eh bien, les plantes aussi doivent se protéger du soleil, parce qu'elles sont en permanence exposées à la lumière solaire. Et elles ont, je dirais, un certain nombre de mécanismes, des mécanismes passifs. Le premier mécanisme passif, c'est que les réactions primaires de transfert d'électrons, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont extrêmement rapides. Elles ne laissent pas le temps au chlorophylle
de former l'état triplé. Donc, je vous dis quand même un petit mot pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. La plupart des effets, des dommages causés par la lumière proviennent de la formation d'états triplés de molécules qu'on appelle des photosensibilisateurs. La chlorophylle est un excellent photosensibilisateur. Et donc, elle pourrait réagir avec l'oxygène, former l'oxygène singulé, donnant lieu à des dommages. Donc, si la chlorophylle était isolée dans le chloroplaste, si elle ne permettait pas une réaction extrêmement rapide de transfert d'électrons, eh bien, ceci aurait lieu. Et ceci, on le sait, a lieu dans certaines conditions. Ça n'a pas lieu parce que les réactions primaires de transfert d'électrons court-circuitent, je dirais, cette formation d'état triplé, et donc les dommages, et donc du fait qu'elles sont très rapides. Deuxième mécanisme passif, la présence de caroténoïdes. S'il y a ici formation d'oxygène singulé, et s'il y a aussi des caroténoïdes, eh bien, la présence de caroténoïdes va donner lieu à des transferts d'énergie extrêmement rapides également, qui vont désexciter ces énergies. Je vous ai dit que dans les antennes, partout, très près des chlorophylles, il y avait des caroténoïdes. La fonction essentielle de ces caroténoïdes est de piéger la petite quantité de chlorophylle triplé qui pourrait se faire, la petite quantité d'oxygène singulé qui pourrait se faire, pour éviter des dommages irréversibles. Donc, premier mécanisme de protection, les mécanismes passifs, et les plantes disposent également de toute une panoplie de mécanismes actifs de dissipation d'énergie excédentaire par également d'autres caroténoïdes ou par ce qu'on appelle la photoinhibition, c'est-à-dire la photodissociation réversible de centres réactionnels. Je passe là-dessus. On arrive à, ça quand même un petit mot, quand j'ai eu un collègue, un Espagnol qui est venu travailler avec moi à Saclay pendant 1 an, avec qui je suis resté en relation, je lui ai dit que je devais faire cette exposition. Il m'a dit, j'ai fait exactement la même chose, et il m'avait fait une diapositive montrant un petit peu la machine photosynthétique avec le dieu soleil des Incas. Donc, vous voyez, ça, c'est des Espagnols. Nous, on ne présenterait pas le soleil tout à fait comme ça. Et la machine photosynthèse, donc c'est un peu ce que je vous ai décrit, en vous décrivant tout à l'heure le fonctionnement du chloroplaste. Je n'ai pas demandé pourquoi il y avait de la lumière qui partait là. Ça me paraît un petit peu... Je ne vois pas bien ce que ça fait là. Pour moi, la lumière du soleil est trappée par les antennes et donne lieu à toutes ces réactions. Mais enfin bon, peu importe. Voilà, donc je résume maintenant ce que je vous ai raconté. La dernière fois, je vous ai dit que le soleil procurait à la Terre une température favorable à la vie. Je vous ai présenté les fondements moléculaires de la photobiologie et décrit les bases des effets négatifs de la lumière solaire sur la santé humaine. Aujourd'hui, je me suis centré sur les effets énergétiques, c'est-à-dire la photosynthèse et son impact sur la vie, nourriture, oxygène, ozone, énergie fossile. Voilà. Donc, c'en est terminé pour aujourd'hui. Et la fois prochaine, je parlerai de la lumière en tant que signal, finalement, comment la lumière est consommée dans des processus importants, mais tout à fait différents. Voilà, je vous remercie.